Apéro spécial transfert... On l'a refait. Apéro spécial transfert James Harden. Quoi ? Encore ? Again ? Non ? Qu'est-ce qu'il y a ? Ouais. De retour. Let's go to LA. Exactement. Il n'y a rien de mieux que de lancer le premier apéro de la saison 23-24 avec un transfert de James Harden encore. Je pensais pas avoir d'actu comme ça dès cette semaine. Je pensais même pas qu'on allait se retrouver là. Du coup, fallait quand même qu'on en parle, hein, parce que blockbuster, mine de rien. Oh, honnêtement, entre deux prétendants au titre. On ne peut même plus prendre son petit-déj peinard. Ce mardi matin de l'an de grâce 2023, Adrien Wojnarowski qui toque, ou plutôt... Il sort de son sommeil. Qui rentre. Il sort de son sommeil, il fait « Oh putain !» Tout à fait. C'est vrai. OMG. Que se passe-t-il après des semaines de spéculation, après des rumeurs dans tous les sens, après des liars. Menteur, ça veut dire menteur. Exactement. Menteur, Daryl Morey, James Harden est enfin transféré, on va revenir sur tout ça. Avant, bien évidemment, on fait des gros bisous, on espère que vous allez bien. On se retrouve à la suite de nos 30 previews. En 30 jours, la saison NBA a bien démarré. Je rappelle évidemment que vous allez passer une grande saison avec nous. Il y aura Léon, il y aura Alex, il y aura Bibi, il y aura toute l'équipe de rédaction de Trash Talk, toute la team sera présente. On sait que vous attendez avec hâte deux choses. Premièrement, les conclusions hâtives, on aura l'occasion de les refaire. Bien sûr, ça va tomber, mais on laisse toujours... un petit peu de temps, un petit peu de temps au temps, aux choses de se mettre en place pour... Là, moi, j'ai commencé à glaner de la conclusion hâtive à droite à gauche. Pas les pistons. Et donc, franchement, voilà. On est tous prêts pour la finale. J'ai rien à dire. Mais oui. Ils sont bien mauvais les Wizards. Non, franchement, oui, en même temps, ça c'est... Bon, bref, ça va. Bref. Pas si mais oui, il y aura ça, évidemment. On laisse un petit peu la saison se mettre en route gentiment avant de tirer trop de conclusions, quoi. Exactement. Vous le savez aussi parce que vous avez plein de questions qui ont été posées sur les réseaux sociaux. Qu'est-ce qui se passe le lundi ? Vous le saurez très vite. Ça va tomber. Oh là là, bien sûr. Et on aura plein de choses à vous raconter aussi en direct de certaines cités texanes. Avant ça, donc, on va parler de monsieur James Harden, qui donc a décidé d'être transféré, qui avait, Alex, il y a quelques semaines, demandé son trade. Hein. On était tranquillement en tournée promotionnelle en Asie, et puis Daryl Morey est un gros menteur, je ne remettrai plus jamais, mais alors jamais, un pied sur un parquet avec le milieu des Sixers. Voilà, mais ça c'était carrément, parce qu'en début d'été déjà, il a pris sa player option, on avait fait un apéro Harden-Lillard. On avait fait une preview. Exactement. On en a parlé. Il avait pris sa player option, mais il avait demandé à être transféré. Ensuite, il y a eu l'incartade à laquelle tu viens de faire allusion, Harden en Asie, qui dit que Morey est un menteur. Puis ça avait pas trop bougé. Non. On était là, en fait ça se confirme, il n'y a pas trop de marché pour James Harden. Ils veulent Terrence Mann, ils n'auront pas Terrence Mann. Ils veulent Norman Powell, les Clippers ont fait quoi ? Non, pardon. Donc apparemment, Philadelphie voulait pas juste des cap fillers, comme on dit, hein, donc des mecs pour faire le poids en termes de salaire et filer comme ça des tours de draft. Donc c'est franchement, et tu m'aurais demandé il y a encore genre 2 jours, je t'aurais dit, qu'est-ce que je dis, il y a 2 heures, non pas 2 heures, mais une demi-journée, je t'aurais dit franchement c'est bouché Harden. Mais c'est ça qui est bien avec James. Voilà, mais il y est allé au forcing. D'abord, il se présente pas au camp d'entraînement. Oui. Après, il se présente au camp d'entraînement en disant je vais foutre la merde. Ensuite, les intentions sont réelles. Les Sixers, ils ont joué quoi ? 3 matchs. 2-3 matchs, le temps que... Harden n'a pas joué. Harden n'a pas joué. Par contre, il était présent parfois avec les copains parce qu'il faut quand même faire acte de présence. On fait juste acte de présence. Mais tu as raison de le dire. Adrien Wojnarowski en parlait pendant les 30 previews. Nous, on se regardait avec Alex Séance. On disait la preview des Sixers, ça sort mardi, jeudi ou le 24 octobre. Il part quand, Harden ? Il part quand ? On fait comment ? Il fallait bien qu'on la sorte, la preview des Sixers. Il fallait qu'on sorte aussi la preview des Clippers. On les a joints. Et du coup, Adrien Wojnarowski disait début octobre, attention, ça risque de prendre du temps. Pour ce que tu viens de mentionner, c'est qu'en fait le marché est un petit peu blocax. Bah ouais, et puis la valeur d'Harden n'est pas non plus si haute que ça. Ah merde. C'est-à-dire qu'il a un contrat à 36 millions, je crois, si je dis pas de bêtises. Comme ça. On va en reparler, parce qu'en plus je crois qu'il y a un petit bonus de 5 millions en cas de trade, au calme. Hein, normal. On se demandait bien... Vu qu'il a dit je veux les Clippers, on se demandait bien si on pouvait aussi avoir un cas à la Lillard et Miami, où au final t'as un autre trade qui arrive. T'es gentil, mais la décision c'est le dans les mains problème, de c'est que la plupart des équipes, la saison est commencée. C'est quelque chose dont on va parler dans cet apéro. C'est quoi ce timing de trade ? C'est bien. Pardon. Moi j'adore. Franchement, c'est comme ça tu démarres. Timing de trade que je valide pas du tout, moi, à titre perso. Clean slate en novembre. Harden, c'est pas la première fois qu'il est transféré en octobre. Hein. Je crois que à Houston de OKC, c'était justement juste avant le début de saison. Mais c'était avant. Ouais. Là, la saison, elle a clairement commencé. Elle a une semaine. Ouais, pas la sienne. Voilà, c'est ça.
Donc bon, ouais, il y a pas mal de choses à dire. Gros trade, blockbuster. Exactement, on va rentrer dans les détails. Avant ça, bien évidemment, on vous donne tous les détails. Donc pour celles et ceux qui se sont réveillés ou qui se réveillent à l'instant et qui disent quoi, je rappelle donc que les Sixers ont envoyé James Harden, mais pas que, Monsieur PJ Tucker aussi et Philippe Petrouzev. C'est son poteau depuis Houston, c'est le poteau d'Harden depuis Houston, PJ Tucker. Tout à fait, Harden, PJ Tucker et Philippe Petrouzev qui vont aux Clippers contre Monsieur Marquis Morris, Robert Covington, Nicolas Batum, dont on va devoir parler évidemment. Et KJ Martin Jr. KJ Martin aussi qui fait partie du package. Et des draft assets. Et on a il y a du pic. Et il y a du premier tour de draft non protégé de 2028, on a également 2 seconds tours de draft futurs, un pick swap de 2029 et un futur premier tour de draft additionnel qui est envoyé... C'est 2026 a priori via OKC. Via le Thunder, tout à fait. C'est 2026, ouais. Donc, exactement. Il y a une bonne contrepartie de draft sérieuse. Tout à fait. On a aussi Danny Green qui dans la foulée a été remercié pour faire de la place, parce que c'est des histoires aussi de roster, parce qu'il y a du monde qui arrive là à Philadelphie, attention. Ça fait un sacré paquet. C'est pas tous les jours qu'on voit des transferts à 1, 2, 3, 4, 5, 6, 6 joueurs, 7 joueurs même. 7 joueurs en tout concernés. Philippe Petrouzev, on verra ce que les Clippers ont prévu d'en faire. Parce que je veux pas être désagréable, mais je suis pas persuadé que Tyronn Lue soit là, genre, trop bien, j'ai dans ma rotation. On a un manque. Tu vois, nickel. Tu vois, je pense pas, donc 7 joueurs, on verra combien jouent vraiment après dans leurs nouvelles équipes. Exactement. Commençons par nos amis les Clippers, parce que ce sont les Clippers qui récupèrent James Harden dans le trade, à vous de nous dire s'ils ont récupéré le meilleur joueur dans le transfert, mais c'est quand même un blockbuster deal. Tu l'avais annoncé là, Alex, et c'était dit depuis longtemps, James Harden voulait une réunion avec les Clippers, il retrouve son poteau Westbrook d'OKC et de Houston, il retrouve sa ville, Los Angeles, il vient du coin, et il retrouve évidemment monsieur Kawhi Leonard et Paul George. Ta réaction à chaud quand t'as vu ça, c'était quoi pour les côtés Clippers ? Je dois avouer que réaction en 2 temps. Premier temps, je me dis, je pensais pas forcément qu'ils allaient en donner autant en termes d'assets de draft, même si je comprends bien que à court terme, et 2026-2028, on n'est plus vraiment dans le court terme, mais voilà, dans un premier temps, ils avaient envie d'avoir Harden et donc ils ont mis ce qu'il fallait, mais je pensais pas qu'ils allaient lâcher tout ça. Puis ils n'avaient pas encore grand chose parce que dans le trade de Paul George, ils avaient déjà mis beaucoup dans la table. Voilà, et les joueurs en eux-mêmes, on se doutait qu'il y aurait 3 ou 4 joueurs si le trade devait se faire, parce qu'en fait, il fallait mettre des joueurs en face des salaires pour faire l'équilibre de salaire, puisque alors là, clairement, les Clippers, on va parler de leur situation salariale, ils ne peuvent pas encaisser de cap. Spoiler, ils ont une estimation de luxury tax à payer là, qui est environ de 100 millions pour cette saison. C'est le PIB de la Hollande. Calme. Voilà. Non mais calme, quoi, tu vois, voilà. Donc ça, je pensais pas qu'ils en mettraient autant. Sur les joueurs en eux-mêmes, à partir du moment où les Clippers avaient dit Terrence Mann c'est no way et Norman Powell c'est pas possible, on se doutait qu'il y aurait quelque chose autour de Marcus Morris, Robert Covington. Nico Batum avait été suggéré. Il avait été suggéré et tout machin, mais là, il y a tout le monde. Tout à fait, on a parlé pendant l'été. Souvenez-vous du trade de Malcolm Brogdon qui a échoué. C'était du Marcus Morris qui était en échange à la base. Robert Covington avait été mentionné, Nico Batum aussi. C'est assez bien joué, je trouve, de la part des Clippers de n'avoir pas lâché Terrence Mann ni Norman Powell. C'est quand même bien en termes d'assets. Ça, c'est bien. Parce que, donc voilà, première réaction, je me dis, ils ont quand même lâché pas mal. Deuxième réaction, je me dis, bon, ils ont lâché pas mal, mais ils gardent, déjà ils se font un quatuor, alors vieillissant le quatuor, on va en parler, Westbrook, Harden, Kawhi, Paul George, bien vieillissant, sans parler du fait que même si Westbrook est un joueur très régulier, on a quand même les 3 autres, c'est quand même, ça passe du temps à l'infirmerie quand même, mine de rien. Ah bah oui. Non mais tu vois, c'est important de notifier. Et ils ont gardé quand même une profondeur correcte, puisque si t'imagines par exemple que tu fais, je sais pas quels 5 majeurs il va y avoir. On va en parler. Bon, mettons. Je dis pas que c'est ce que je ferais moi, mais mettons que le quatuor que je viens de citer, c'est le 5 majeur avec Zubac. Harden, Westbrook, Paul George, Kawhi, Zubac. Voilà. Si tu fais ça, t'as encore Bones Island, Norman Powell, Terrence Mann, PJ Tucker donc, et Plumlee, pour faire un 5 de banc, quoi, tu vois. Donc t'as une rotation à 10, avec 10 mecs qui sont des joueurs NBA. Ça reste profond. Donc ça reste quand même assez profond par rapport à d'autres équipes, alors qu'ils viennent de lâcher 4 joueurs poste 3-4. Tout à fait. Et c'est là qu'il y avait notamment des bouchons, on l'avait fait dans la preview, on se disait quand même il y a de la profondeur, mais il y avait des ailes de fou. Là, au niveau des ailes, derrière des joueurs comme Kawhi et Paul George, qui vont retrouver des postes assez naturels pour eux, les postes 3-4, là, c'est les postes que j'aime bien pour ces joueurs-là, qui leur vont bien. La profondeur est moins évidente. T'as rajouté PJ Tucker, mais derrière, tu vas très vite être sur du Norman Powell qui va devoir un peu jouer 3. Slider en 3, bien sûr. Ou
où Terrence Mann, c'est compliqué. Ouais, mais les gars de... ça va jouer small. Non, bien sûr. C'est vrai que une des premières réactions qui a eu lieu pour les gens qui ont vu ce transfert, c'était « Waouh, trop bien, en 2018, tu remportes le titre ». Parce que Kawhi, Westbrook, Paul George et Harden, c'est incroyable en termes de noms sur le papier. Mais, comme tu le soulignes, on ne peut pas regarder ce transfert sans regarder la situation physique de certains de ces joueurs, où il y a des blessures, où il y a des absences, où on n'est plus en 2018, donc le jeu évolue aussi. Les Clippers, ça faisait des mois qu'ils étaient à la recherche d'une évolution au poste de meneur. Ils avaient fait un test John Wall qui s'était pas très bien passé. Vous voulez de la qualité de création dans le backcourt. Exactement. Ils avaient eu Westbrook qu'ils avaient récupéré où ça s'était bien passé, donc on avait parlé dans la preview où c'était super sur la deuxième partie de saison dernière. Ils ont mis un petit contrat vraiment pas trop cher, donc là la prolongation de Westbrook elle est validée. Tout à fait. Donc si tu avais besoin de playmaker en plus, hate him or love him, James Harden, c'est un des meilleurs passeurs de la NBA actuelle. En marchant, il a encore mis 10 passes par match. L'année dernière, avec 21 points. Oui, le niveau All-Star, rien à redire. Mais c'est vrai que ça amène tout de suite des interrogations en termes de rotation parce que c'est un des aspects dont on a parlé tous les deux en off et je te propose qu'on en parle là, c'est que les Clippers, on l'a vu sur certains matchs, bon, quand ils ont joué les Spurs, tu sens l'écart de niveau, mais quand les Clippers d'il y a 2-3 jours décident de défendre le plomb et de t'empêcher justement de scorer, quand t'avais des mecs et quand t'as des mecs comme Nico, comme Kawhi et Paul George qui sont toujours là, mais que tu avais aussi des Robert Covington et d'autres, il y a un peu un recul défensif parce que c'est pas Harden capable au poste, mais qui va servir de premier rideau avec Westbrook défensivement. Non, et PJ Tucker, qui est un excellent défenseur, énorme, à 38 ans et va gentiment sur ses 39 ans, voilà, et il est tanké, costaud, et c'est un défenseur expérimenté. Il n'est pas aussi long que des Covington ou des Batum. Ah, bien sûr. Covington et Batum qui dépannaient beaucoup dans le small ball en tant que un peu poste 4 voire 5, capable de un peu protéger le cercle, de beaucoup bosser au rebond et tout. PJ Tucker, c'est un autre style de défenseur, c'est moins un free safety, bien c'est sûr. Moins un défenseur d'aide, c'est plus un mec que t'envoies en mission sur l'homme et tout. Là où moi je trouve que des Paul George et des Kawhi sont déjà des joueurs forts. Donc d'un point de vue tactico-technique, si demain tu me dis tiens Alex, imaginons, t'as Kawhi et Paul George et tu dois construire une équipe autour d'eux, qu'est-ce que t'as envie de mettre comme profil? J'ai ni envie d'Harden et j'ai ni envie de Tucker, désolé. Non, en termes tactico-techniques, c'est pas ces profils-là que j'ai envie de mettre, moi, à titre perso, mais Harden, encore une fois, je suis pas coach en NBA ni GM. C'est dommage. Mais voilà, j'ai pas envie. Harden, j'entends, parce que c'est vraiment un profil très spécifique. Tucker, je serais pas étonné que quand Tyronn Lue nous a montré à certains moments qu'il pouvait faire des small 5, évidemment, Batum est plus grand et plus long que PJ Tucker. Et plus branché aide, protection, tout comme Covington d'ailleurs. Bien sûr, mais je serais pas étonné que, parce que là on parle de 5 majeurs, mais c'est évidemment les 5 de fin de match qui nous intéressent. Il faut voir les rotations, exactement, non, mais complètement. Je serais pas étonné de voir des 5 où en fait, Tyronn Lue il dit à un moment, bah merci Ivica, merci Plumlee, mais en fait là il me faut mon 5 de Pitbull et je vais avoir PJ Tucker qui va essayer de garder certains gars à l'intérieur parce qu'il a montré qu'il pouvait. Ouais, il peut. Et ça va être un effort collectif autour de Paul George et de Kawhi et d'autres garçons qui peuvent aider. Oui, mais attends. Donc peut-être que Tucker va faire aussi basculer certains comme Zubac aussi sur le banc dans des situations chaudes de fin de match. C'est juste qu'en termes de profil, sur le papier, et en plus je trouve que PJ Tucker a un peu décliné depuis 12-18 mois, moi je trouve, perso, et physiquement, et il rentre encore du tir dans le corner, mais je le trouve un peu moins saignant, ce qui est normal, il approche gentiment de la quarantaine, c'est normal, attention. Tout le monde n'est pas LeBron. Et voilà, exactement, mais LeBron qui d'ailleurs est plus vieux que PJ Tucker, voilà. Ça, après, mais je trouve que son profil global colle un peu moins en termes de rotation autour de Kawhi et Paul George. J'aurais pas du tout construit comme ça, mais bon, après les Clippers ils ont montré qu'ils avaient du nez aussi, ils sortent des joueurs, ça se trouve, tu mettrais quoi d'ailleurs, tiens, ce serait quoi ton 5 majeur le mieux équilibré, ton 5 le mieux équilibré possible là avec cet effectif des Clippers? Tu mets qui? Tu mets Kawhi et Paul George évidemment. J'ai Kawhi et Paul George. Ensuite je pense quand même que tu mets Harden parce que, on va en reparler, mais offensivement, il va y avoir des situations de Kawhi et Paul George qui aiment bien avoir la balle, parfois mid-post, qui ont le ballon dans leurs mains, qui attendent de voir les rotations et qui ensuite peuvent kicker. S'il y a un mec qui est capable
il l'a montré aussi avec Embiid, d'être sur du catch and shoot et sanctionné, ou de feinter et d'aller vers l'arceau pour créer des différences, je mettrais Harden quand même dans ce 5. Il peut faire marquer 18 points à Zubac, Harden. C'est ça. Attention, c'est un créateur de fou furieux. Un des deux entre Norman Powell et Terrence Mann. Titulaire ? Enfin, je veux dire, non, dans le meilleur 5, dans le meilleur 5. Un des deux, j'aime bien Norman Powell en termes de profil. Harden, Powell, Paul George, Kawhi et ça me dérange pas d'imaginer soit du PJ Tucker, soit tu fais vraiment petit, mais PJ Tucker c'est petit. Hein. PJ Tucker, je pense que là, dans ce que tu viens de dire, le joueur le plus grand, c'est Paul George. Oui. En taille longueur. Après, il y a Kawhi, hein, parce que Kawhi, il est un peu plus petit que Paul George, mais voilà. Vous connaissez le bestiau. Ok, ouais. Toi, ce serait quoi ? J'avoue que j'aime bien Terrence Mann. Ouais. J'aime bien ce qu'il apporte. Super progrès. Hein. Ouais, il a fait des super progrès et puis je pense que ça peut être assez complémentaire d'Harden sur la ligne arrière, j'espère. Et en plus, Tyronn Lue, c'est tout à fait. Et Tyronn Lue, c'est vachement. Quand il a vu les rumeurs, Tyronn Lue, on l'a vu s'exprimer en disant Terrence Mann va nulle part et je le titularise. Donc il y a certainement un travail aussi qui va être fait autour de Terrence Mann. Ouais, et après, je suis un peu embêté au poste 5, je vois bien ce que tu veux dire pour le côté small, fin de match, on joue pitbull et tout, et puis tout le monde s'est à peu près shooté, mais je pense qu'on l'a vu lors des derniers playoffs notamment. Il faut du gros. Les Lakers, les Nuggets. Mais même des équipes comme ça là qui vont venir te tabasser à l'intérieur, genre les Wolves ou bien sûr. ou je sais pas, même les Kings avec Sabonis. Attends, Nurkic sur les Clippers là. Ou même Nurkic, oui, tout à fait. Mais même Kevin Durant en fait, il arrive là, il fait attends. Tout le monde est un peu petit. Après, Kawhi sur Kevin Durant, il va te faire du boulot. Mais du coup, tu obliges donc. Et PJ Tucker aussi. Des mecs comme Kawhi. Ou PJ Tucker à venir s'y coller sur les grosses missions extérieures, là où, je dis pas que Kawhi prend pas sa part en défense, mais là où des Batum et des Covington étaient vraiment des ailiers spécialistes. En fait, Tucker, il est devenu cette espèce de enforcer, défenseur intelligent, costaud, qu'on a vu défendre devant la balle sur Jokic, tu te rappelles de ce match avec Philly et tout, puis on l'a vu prendre des missions complètement dingo, même, mais voilà, exactement, sur KD et tout, ou même l'année où il y a, c'est ça, c'est le Bucksnet, enfin voilà, on l'a vu, il est capable de faire ça. Mais c'était il y a 2 ans. Déjà, c'était il y a 2 ans, et ensuite j'ai l'impression que ce sont des missions où Kawhi et Paul George peuvent te faire un taf magnifique aussi. Ouais. Donc là, c'est intéressant parce que tu leur demandes tu leur donnes une solution pour qu'ils n'aient pas forcément à le faire. Mais ça veut dire que par contre, ils vont devoir se bouffer le rôle un peu d'un Batum, notamment, ou d'un Covington qui patrouille un peu quand tu joues small. Et ça, je dis pas qu'ils savent pas le faire, mais en fait, en gros, l'équilibre me plaît un peu moins. Ils auront certainement pas fini leur business. Si ça se trouve, tout le management des Clippers va encore faire des emplettes autour de la trade deadline. Possible. Bizarrement, c'est peut-être que je me trompe et que j'imagine des solutions que Tyronn Lue va apporter et qui vont s'avérer être très bonnes. C'est pas en défense que j'ai le plus d'interrogations. Le problème, c'est que l'attaque, ça va être très nouveau. C'est que l'attaque, là, ça va être quand même... Harden est un garçon qui a quand même besoin d'avoir le ballon dans ses mains. Paul George est un garçon qui a besoin d'avoir la balle. Ouais, mais Paul George et Kawhi, ça joue bien sans ballon, ça rigole pas. Ça joue bien sans ballon, ils ont besoin de leurs munitions. Oui, mais ils les auront. Tout à fait, mais donc à ce moment-là, ce sera aussi un Harden d'accepter. Enfin, je veux dire, il y a quand même des profils spécifiques. Westbrook, qui a trouvé une bonne place là aux Clippers, attention. Je veux dire, c'est quoi ? Ça va devenir Bruce Brown ? Enfin, tu vois, il faut faire attention aussi à son rôle. C'est qu'un Westbrook, il va aussi avoir besoin du cuir pour vivre. Parce que tu as pas. Tout à fait. Mais donc, il faut accepter cette réalité-là. Parce que Westbrook, si on l'aligne avec Westbrook, Harden, Paul George et Kawhi, on ne va pas faire de Westbrook un spot-up shooter. C'est pas possible. C'est pas son jeu, surtout. Non, mais complètement. Donc c'est en attaque que moi j'ai un peu plus de... Je comprends. Comment tout se fit. Je comprends. Par contre, il y a un gros intérêt avec Harden, il faut quand même le dire, c'est que tu ramènes une dose de talent invraisemblable au niveau de la création, et même si on peut se poser des questions, comment tu vas rééquilibrer ta défense et tout, je pense qu'en attaque, ils vont assez vite trouver. Et Zubac, qui est un joueur que parfois en défense il me gêne un peu et tout, à part au rebond, mais en défense pure, je trouve qu'il est pas facile toujours à faire jouer. On l'a vu en play-off et tout. Des fois, il est en galère et tout. Là, par contre, ils vont pouvoir l'exploiter beaucoup mieux en attaque. Harden plus un grand. Et surtout quand t'as Kawhi ou Paul George et des mecs comme ça autour. Parce Harden que là, plus un grand, tout est compliqué. Bien sûr, bien sûr. Donc ça peut vraiment être une option où on a vu parfois, après on a vu
On n'a pas complètement vu parce qu'ils ont eu tellement de blessés, les Clippers, qu'on n'a pas forcément toujours vu le Clippers in full à 100%. Tu vois, moi je pense qu'en 2021, les Suns battent des Clippers sans Kawhi, et je pense que en 2021, les playoffs sur lesquels les Clippers s'étaient lancés étaient des playoffs qui pouvaient les amener au bout. Oui. Voilà. Et je pense que cette équipe des Clippers, avant le trade d'Harden et PJ Tucker, est une équipe qui n'a pas eu la chance d'aller au bout. Le management a dit c'est bon, stop. On change un peu notre fusil d'épaule. On ajoute une pièce complètement différente parce qu'on pense qu'on peut changer d'angle d'attaque. Et c'est là qu'en l'an de grâce 2023, bientôt 2024, dire on change notre fusil d'épaule et on va miser sur James Harden, no disrespect envers James, mais on a vu que c'était un projet qui était quand même parfois un petit peu compliqué. Ça ne remet pas en cause son talent, c'est juste qu'on en rigolait avant de démarrer l'émission. Dans une franchise qui est, non pas dans un désespoir de victoire, mais qui est quand même dans un désir ardent, désolé pour le faux jeu de mots, mais de vouloir enfin avoir cette bague, ils vont bientôt déménager. C'est pas le mec le plus stable de la planète qu'ils ont quand même amené dans le groupe. Ça, clairement, le côté ambiance d'équipe, on va complètement voir. Harden, il a envie de venir. Et puis je pense que si les Clippers ont fait ce trade, c'est que quand même Tyronn Lue et du Kawhi, du Paul George ont validé ces modifications à minimum. Il voulait aller à Philly, non ? Hein ? Harden. Oui. Ah oui, non. Je te dis côté Clippers. Harden a dit objectivement qu'il voulait venir aux Clippers, il l'a dit. Et côté Clippers, du coup, on se rend compte qu'il y avait des tractations, il y avait des trucs, il y avait des essais. D'ailleurs, on peut même se demander sur le timing du trade. T'as vu en début d'émission, parce que le timing, pour moi, le timing, je trouve pourri. Cette équipe des Clippers, ça démarrait plutôt pas trop mal sa saison. Et je trouve que là, il y avait un groupe à essayer de travailler avec les joueurs pas blessés pour une fois, tu vois, à part Marcus Morris qui est blessé, mais sinon, les joueurs pas blessés et tout. Et là, c'est maintenant. Je trouve que, en gros, ce trade, il aurait été fait au mois de juillet. J'aurais un regard complètement différent dessus. Évidemment. Là, je suis plus sceptique. On a déjà vu par le passé, les Sixers sont concernés, des garçons être transférés en tout début de saison, et qui est Jimmy Butler qui était parti Minnesota après avoir fait un scandale au camp d'entraînement, pour finir assez tôt dans la saison à Philly, si je dis pas de bêtises, c'était Minnesota-Philly. C'est passé ce qui s'est passé, chaque cas est différent, mais c'est vrai que le timing est particulier. Côté Clippers, la question que je te pose là, et je veux bien la réponse un peu des gens, c'est est-ce que c'est une course à l'armement, et si tu es Denver, par exemple, tu te sens menacé là par ce qui se passe. Est-ce qu'il y a des franchises qui vont se dire, comme Phoenix aussi, oh là là, attention, les Clippers, quand même, là, ils ont vraiment boosté leur niveau de jeu, et il faut que nous aussi, parce qu'on l'a vu là, récemment, des franchises qui voient des transferts et qui surenchérissent. Bon, non, je pense qu'ils vont pas bouger. La saison a commencé. Je vois Denver, certainement pas. Ils montrent là, dès le début de saison, qu'en gros, ils ont de l'avance de ouf sur les autres. Donc, ils vont pas bouger, c'est sûr. On est d'accord. Non, mais c'est vrai. On est d'accord. Et en plus, ils regardent ça, ils font, c'est bien, ils nous enlèvent Batum et Covington. Enfin, tu vois, genre, moi, je suis Denver. Je me dis, ok, ouais, défendre les Clippers, va peut-être y avoir des nouveautés, des nouveaux trucs et tout, ça va peut-être être plus compliqué, mais je pense que déjà de base, de toute façon, quand tu démarres la saison et que t'es dans le clan des Nuggets, dans le staff, dans les joueurs ou quoi, tu regardes la conférence Ouest et déjà tu te dis, bon, les Clippers, s'ils sont tous là et qu'ils sont à 100%, typiquement le genre d'équipe dont il faudra se méfier. Je pense qu'ils peuvent se dire ça, je sais pas de qui, peut-être des Lakers ou peut-être des Suns, peut-être, tu vois, genre. Et je pense que du coup, je suis pas sûr que ça change tellement la vision. Pour moi, c'est pas comme un Lillard aux Bucks. Non, bien sûr. Pas du tout. Non. La complémentarité n'est pas si évidente. Bien sûr, je pose la question parce que c'est des questions que des gens ont pu se poser là au cours de la journée, donc forcément on doit les aborder. Mais ça fait un gros challenge pour Tyronn Lue, qui est un coach dont on a pu parfois vanter certaines choses et critiquer d'autres. Là, il a investir à bien tenir. Et s'il y a notamment un élément d'un garçon dont on va parler, et on avait parlé par le passé, où il était bien utile, c'était Nicolas Batum. On va parler après côté Sixers, mais on sait qu'il y avait aussi un très gros rôle pour Nico de stabilité et de régularité pour encadrer le groupe notamment, et pour aider les Terrence Mann à se développer. Là, plus que jamais dans le projet Kawhi et Paul George, tu fais confiance aux deux garçons. Là, il va falloir qu'ils step up encore plus leur niveau de responsabilité, et on les a questionnés là-dessus.
C'est chaud. Ouais, leur leadership, et puis la construction d'équipe, qu'est-ce qu'ils vont en faire, comment cette équipe va réagir dans l'adversité. On a vu que dans l'adversité, James Harden, c'est pas forcément le mec qui booste le plus les groupes et tout, alors que jusqu'à maintenant, cette équipe des Clippers, autant elle a déçu en termes de résultats pour les raisons qu'on connaît, notamment des raisons d'infirmerie quand même principalement. Après, avec des si, voilà, mais clairement, si les Clippers avaient été à 100% les 2-3 dernières années, est-ce qu'ils auraient pas chopé un titre ou quoi ? C'est une question qu'on est en droit de se poser, tu vois. Peut-être. Quand on voit comment est Kawhi, Paul George, enfin tu vois, voilà. Là, ils ajoutent du talent offensif, ils ajoutent de l'expérience, de la dureté avec PJ Tucker, indéniable. Mais ils enlèvent un poil de profondeur derrière Batum derrière Kawhi et Paul George dans les ailes, un poil quand même. Et alors que la saison a déjà commencé, il s'ajoute un truc à intégrer, donc il y a intérêt que ça se passe bien, parce que la marge de manœuvre, là, elle n'existe plus. C'est clair, on va suivre sur les prochaines semaines, évidemment, les débuts de ces Clippers-là, comment Harden va s'intégrer. Dites-nous, là, vous, que vous soyez fan des Clippers ou simple observateur, ce que vous pensez un petit peu de ce transfert côté Los Angeles. On va prendre l'avion, ça te dérange pas ? On y va. On va de l'autre côté, évidemment, de l'Amérique, puisqu'on va à Philadelphie, dans la cité de l'amour fraternel, où donc James Harden n'est plus, ou PJ Tucker n'est plus. Les deux étaient arrivés un petit peu bras dessus, bras dessous, c'était les copains. Harden était déjà là et ensuite il avait fait les efforts financiers pour faire venir PJ Tucker. Tu récupères donc notamment du Nicolas Batum, du KJ Martin, du Robert Covington et du Marcus Morris. On a vu le début de saison des Sixers, on aura l'occasion d'en reparler, mais Tyrese Maxey, magnifique. Embiid, tout à fait en forme. Lourd, Embiid, énorme. Tout à fait en forme. On prend pour acquis, là. Tobias Harris. Le mec qui casse toutes les bouches qui croisent. Bien sûr. Tobias Harris aussi. Et puis, équipe en place. Bien sûr. À la Nick Nurse. Nick Nurse, pas mal. Là, on voit. C'est pas mal. Bien sûr, bien sûr. Et on a d'autres choses à voir. Comment Jalen Springer va être encore plus utilisé. D'autres garçons dans la rotation. Ils étaient à un game time près. De foutre en l'air l'opening de Damian Lillard. On est d'accord. Donc, il y a des modifications, mais ils sont déjà capables de bien jouer. Daryl Morey a fait de son mieux, là. Ouais. Avec un joueur qui avait demandé son trade. Moi, je trouve que en termes de joueurs, on verra quels sont les joueurs que Nick Nurse a envie éventuellement d'intégrer à sa rotation là dans ce trade. Oui. Je trouve que le package de pick de draft est vraiment super, limite inespéré. Pour moi, je pensais pas du tout qu'il pouvait avoir tout ce package de pick de draft en échange dans le trade d'Harden, tout en ayant les cap fillers. Oui. Je serais pas du tout surpris qu'il y ait un ou plusieurs joueurs de l'effectif actuel des Sixers auxquels on attelle un ou deux picks de draft qui viennent d'être récupérés pour essayer d'aller voir d'ici un mois ou deux, quand il y aura des équipes dans la merde, salut les Bulls, ou salut, je sais, oh mince, j'ai fait tomber la lampe, dis donc. Bon, t'inquiète, tu vas voir. Tu vois, salut les Bulls, tout ça. Oh là là. C'est bon. Oh. Oui, c'est du direct. Impeccable. Elle s'est éteinte, il l'a rallumée. Bienvenue sur Trash le produit. Donc j'étais en train de dire. Comme chez toi. Ouais. Je serais pas étonné qu'il y ait un autre trade dans la tête de Morey. On ne sait pas encore lequel. On sait qu'il y a des équipes qui potentiellement ça peut vite partir en vrille, il peut y avoir des changements et tout. Et donc là, il a des assets, surtout qu'en plus, tous les joueurs qui viennent récupérer, c'est que des contrats expirants. Tu te rappelles, on avait déjà parlé pendant la preview. Ah oui. Ah bah là, Philly, ils ont récupéré que des contrats expirants. Donc là, on voit bien le délire. Ils tentent un truc cette année. Par contre, ils se donnent une flexibilité pour l'été prochain. De fou furieux. Et à voir si ça va être une flexibilité positive ou faut négative. qu'ils payent Maxi déjà, ou alors ils décideront de ne pas le payer. Mais ça commencera par ses 3 premières lettres, comme vous le savez, avec Maxi. À mon avis, il va prendre. On est d'accord. Et vu comment il démarre la saison, vu comment il joue là, exceptionnel. Parce que là, il est en fin de contrat rookie, il faut le payer là. Tout à fait. Les Sixers, sur le papier, moi j'aime beaucoup le fait d'ajouter à leur traction actuelle, c'est-à-dire Maxey, Melton, Embiid, Harris, d'ajouter des gars comme Nico Batum, comme potentiellement, encore une fois, on va voir qui reste, comme Marcus Morris, comme le retour de Rocco Robert Covington qui était là au tout début du process avec Joel Embiid, de voir si ça va pouvoir bien s'intégrer. Je pense, parce que ce sont des vétérans qui vont apporter des choses hyper bonnes. Nick Nurse, dans ses mains, il a des potentiels line-up défensifs de malade mental. Exactement. Je veux dire, là, il y a autant d'interrogations sur Tyrese Maxey défensivement, ça on le sait, autant tu fais Pat Bev, Nick Batum, DeAnthony Melton, PJ... Non mais... J'en peux plus de Pat Bev, moi. D'accord, ok, mais bon... Je sais pas, là, je trouve... bien sûr, mais je veux dire... Mais oui, il défend. Soi, il se bat.
si tu fais Joel Embiid, Nico Batum, Rocco, on va voir parce que pareil, lui il a bien veillé aussi Robert Covington, c'est plus autant le 3&D. Il va pas te faire 23 minutes. Tout à fait. Mais rien que déjà la paire Embiid, Nicolas Batum, salut Vincent Collet. Si on ajoute à ça des gars comme D'Anthony Melton, Tobias Harris et du Tobias Harris, tu peux avoir des line-up défensifs de Nick Nurse qui sont vénères. Et c'est des line-up défensifs qui rigolent pas en attaque. Ah oui. Parce qu'en fait, en attaque, déjà, on voit bien que juste Maxi Embiid, ça va marcher. Bah, c'est une bonne attaque. Ouais. Si tu mets à ça un mec comme Nico Batum qui est capable de mettre ses tirs, Tobias Harris, c'est pas du tout un manchot en attaque. Et Melton, lui aussi, il a montré qu'il était capable de mettre ses tirs. Alors, ils ont récupéré KJ Martin aussi, comme on l'a dit. T'as KJ Martin, on verra comment il est utilisé, quel genre de rôle. On verra Marcus Morris parce qu'il est blessé, mais quand il est pas blessé, il sait mettre des tirs aussi. Ah, et le banc d'ailleurs des Sixers s'est rebiffé un peu parce que ça avait été une critique. T'as Oubre Junior, moi j'aime bien son début de saison. C'est très très bien. Il y avait eu des critiques qui avaient été faites un peu sur le banc des Sixers précédemment et donc l'acquisition de Oubre allait dans ce sens d'étoffer un petit peu. Un banc où tu peux avoir du Kelly Oubre, Beverley pour le coup. Beverley par exemple, s'il n'y a pas parfois du Melton qui va être là, mais ou ils vont le mettre un peu. Ou Batum. Ou Covington ou Batum. Ou Paul Marcus Reed. Morris, Paul Reed, Jalen Springer. Philly, là, tu t'en sors plutôt bien sur le papier là à chaud sur le trade d'Harden, je trouve. Il y a une belle dynamique là sur le début de saison parce qu'en effet ils sont à deux doigts de taper les Bucks de Lillard et ils ont fait, je pense, ils ont fait un beau déplacement à Toronto et ils ont étrié Portland, je crois, c'est ça. Ouais. Donc par rapport à ce dont on discutait pendant les previews de attention, Embiid qui voit son sidekick partir, Harden et tout. Le mood n'est pas si... J'ai pas le sentiment que le mood des fans des Sixers est terrible là après ce transfert. En fait, évidemment que le meilleur joueur du trade c'est Harden et qu'il est parti aux Clippers. Oui. Donc les Clippers obtiennent le meilleur joueur du trade. Oui. Je pense que c'est assez indéniable. Ok. En revanche, en termes de là, tout de suite, pour jouer demain, bah moi je suis même pas sûr. Surtout qu'en plus Nick Nurse, on a vu ce qu'il est capable de faire avec une équipe avec des joueurs polyvalents. On l'a vu à Toronto. On a vu comment il est capable de mettre en place des défenses et de faire jouer dur ses équipes. Oui. Là, il a les joueurs pour. C'est pas mal. Il a grave les joueurs pour. Tu as parlé des line-up défensifs, mais moi, je parlerais plus globalement de... Il y a pas mal de joueurs intelligents, là. Ah oui. Melton, c'est un joueur, il comprend bien le jeu. Batum, il comprend bien le jeu. Tobias Harris, ça va. Covington, Oubre Junior et Marcus Morris sont des joueurs un peu plus Ils connaissent leur rôle. pétard ambulant et tout, mais exactement, et ils vont t'amener un peu des étincelles, tu sais jamais quand, mais ils vont t'amener des étincelles. Et quel type d'étincelle ? Non mais ils vont t'amener des étincelles Ouais. que tu sauras probablement exploiter, donc t'as perdu le meilleur joueur du trade, certainement qu'en termes de talent pur offensif, vu que t'enlèves Harden, bah tu y perds, sauf qu'il jouait pas, là, depuis le début de saison, non, il jouait pas. et il avait pas l'air d'avoir envie de jouer, donc partant de là, en fait, t'as lâché PJ Tucker, que tu remplaces par du Batum, du Covington, Marcus Morris, on verra comment il revient de sa blessure, KJ Martin Jr., on verra comment il est, s'il est utilisé à Philly. Moi, je trouve que il y aurait que ça, je serais bof, mais comme à côté, il y a le package de pick de draft que je trouve vraiment, je répète, mais Très bien bon. sérieux, C'est bien. moi, je trouve que, je pensais pas que Philly... Je pensais que ça puait beaucoup plus que ça, et je pensais pas qu'ils auraient ce package. Ouais, Daryl Vraiment. Morey, ouais, il avait un peu le siège un peu chaud. Daryl Morey, il l'a d'ailleurs encore un petit peu. Mais là, il s'en sort bien sur le papier, sur le trade, je suis d'accord. Ça fait pas d'eux un contender par contre. Non. Je serais pas étonné non plus que, on l'a vu pendant le camp d'entraînement et pendant la pré-saison, Nick Nurse a été très clair sur les attentes qu'il avait autour de Tyrese Maxey. Plus d'agressivité, encore plus de tickets de shoot, Trois encore matchs, plus de il a liberté. répondu. Hein. Et je ne dis pas que soudainement les mecs ont vu au bout de 3 matchs parce qu'un transfert ne se fait pas comme ça, c'est pas genre c'est bon, Tyrese Maxey il est bon, on fait le transfert. Mais je pense que ce contexte aide aussi. C'est que tu vois l'évolution de Tyrese Maxey. Et que donc ce que tu as perdu avec Harden, 2 joueurs totalement différents, mais en termes de qui est capable d'accompagner Embiid en tant que sidekick pour être un joueur d'un très haut niveau All-Star, et donc avoir des joueurs de complément autour, Maxey là, il y va dans cette direction. Ouais, parce que ça se trouve, Nick Nurse, lui, il est là, il est sur son bureau, il est en train de faire des schémas, il se dit, bon, j'ai mon one-two punch offensif, Pick and roll, pick and autour pop. je peux mettre des shooters, je peux faire un peu de mouvement balle, et puis surtout, j'ai 12 000 options en fonction de ce qui m'est proposé en face. C'est-à-dire que demain, tu joues les Bucks, d'accord ? Tu peux mettre une raquette solide, parce que déjà, tu as Embiid, et tu vas mettre des Batum, des Tobias Harris, qui sont des ailiers grands, longs, qui viennent se battre au rebond et tout, et qui sont pas non plus des manchots en attaque. Donc tu peux mettre un front de courte solide. Donc c'est intéressant. Bien sûr.
Tu peux mettre D'Anthony Melton sur Lillard. Je te dis pas que D'Anthony Melton, il va mettre Lillard dans sa poche, mais en gros, t'es là, tu réponds aux problématiques qu'on te pose en face. Tu joues les Celtics, t'as des ailiers à leur mettre dans la bouche. Non, mais c'est très bien. Et eux, ils vont devoir se démerder pour gérer Embiid. Tu vois bien sûr. Moi, je suis Nick Nurse. Je regarde tout ça, je fais de toute façon, Harden, il voulait pas jouer et il était pas content. On a fait 100. Donc finalement, on me donne des joueurs polyvalents. Alors, c'est plus des petits jeunes, hein, Covington. Non, mais ça tombe bien, tu joues pas 2038. Hein, donc, Premièrement. Et deuxièmement, l'équipe, elle est un petit peu juste en termes de talent pur, je pense. Offensif notamment. Oui, offensif, c'est ça, oui, bien sûr, talent pur offensif. En revanche, en fonction de la régulière qu'elle fait, cette équipe-là, si elle arrive avec un Embiid à 100%, parce qu'on en est là, hein, si elle arrive avec un Embiid à 100% en play-off, t'es là, tu joues ça, tu sais, c'est un peu, tu dis, oh là là, coaché par Nick Nurse, les mecs jouent dur, ils commencent à s'éclater, t'as des gars qui sont pas contents, et Embiid, il est à 100%, t'as plein de problèmes, en fait. Ouais. Il va y avoir des super tests là à venir, et c'est vrai que Philly, on surveillera notamment cet équilibre offensif parce qu'il y a des choses à construire, et puis que c'est nouveau là avec Nick Nurse pendant que Doc Rivers nous régale aux commentaires. Donc, de gros enjeux. Petite pensée évidemment pour Nico Batum, au-delà du côté Cocorico, parce que on le sait, et il en avait parlé pas mal. Ah, ça. C'est le business de la NBA. T'es installé à Los Angeles, t'es avec ta femme, la famille. Tu dois déménager là. Tu dois déménager, c'est pas facile. T'étais à LA. C'est tous les joueurs. Hein. C'est tous les joueurs, mais on sait que là pour Nico, par rapport à la situation contractuelle et ce qu'il disait par rapport à Paris 2024, nous on s'était même posé la question. C'était mon Gérard Dor dans la saison des Clippers. Bien joué Bibi. Transféré à Philly. Faut voir aussi ce que ça représente. Il a toujours été très pro, Nico, mais il faudra voir aussi comment est-ce qu'il va tout de suite s'intégrer dans les schémas Sixers qui heureusement sont compétitifs, parce que pour un gars qui était aussi bien installé dans le vestiaire des Sixers, avait des responsabilités des Clippers, avait des responsabilités claires, et je veux dire la veille, comme Nico le fait souvent sur ses réseaux sociaux et sur Insta, il envoie des photos en sortie de victoire content red and blue, enfin tu vois, je veux dire bon, il va pas changer de couleur, donc normalement sur le code couleur ça va être très bon, mais c'est vrai que ça va être un challenge aussi pour Nico, parce que il y a des responsabilités pour lui, mais c'est dans un contexte où je pense qu'il y a encore quelques mois, il se voyait faire cette saison à venir avec les Clippers, parce qu'il y a quand même un sentiment d'inachevé avec ce groupe Clippers. Clairement, moi c'est pour ça que j'aurais préféré qu'il fasse pas ce trade et ça démarre bien. Qu'il travaille avec ce groupe et que ça démarre, et que enfin on voit ce groupe évoluer à 100% avec tout ce qu'il représentait de profondeur et tout, et arriver en play-off à 100% pour qu'on voit. Bon, on verra pas. Ça démarrait assez bien d'ailleurs avec les Clippers. Humainement pour Nico, c'est sûr, il va y avoir des moments difficiles, familial et tout. Il a des enfants, enfin genre. Non, c'est. Tu vois, c'est le challenge de la NBA. Sportivement, par contre, moi je suis très confiant. Je pense que ça peut être une expérience incroyable pour Nico Batum, avec un rôle tout aussi satisfaisant pour lui que celui qu'il avait aux Clippers. Bien sûr. Et il a joué à côté de Kawhi et Paul George. Moi, je voudrais bien juste savoir c'est comment de jouer à côté d'Embiid, tu vois. Ah mais bien sûr. Tu vois, genre ça doit être. Tu sais que tu auras des espaces pour tirer. Hein. Puis c'est t'inquiète. Hein. S'il peut nous ramener Embiid dans l'équipe de France. Bon, ça, on n'y croit pas trop, hein, perso. Oups. Mais c'est pas grave. Bon timing. Un peu tranquille. C'est pas grave. Too soon. Mais voilà, écoute. Non, j'allais te poser la question un peu fatidique. Vas-y. C'est qui le vainqueur de ce trade? Ah ouais, j'allais te la poser aussi. Le vainqueur. Bon, on est à chaud évidemment, donc c'est compliqué, mais on aime bien jouer à ce jeu-là. Quand vous voyez ce transfert, et je pose la question à Alex et je la pose à chacun d'entre vous, est-ce qu'il y a le sentiment que les Clippers ont récupéré le meilleur joueur dans ce transfert, donc ce sont eux les vainqueurs et ça booste leur chance d'aller vers le titre de manière conséquente, ou vous êtes plutôt sceptique et tu te dis attention quand même, Philly, plus d'équilibre, on a changé de coaching staff, on a changé d'équilibre au sein même de l'effectif. Si t'es Milwaukee et Boston, tu regardes un peu plus proche dans le rétroviseur. Ouais, surtout tu te dis oh là, ces cons là ils sont capables de mettre un, parce que Morey c'est un fou, on le sait, il est capable de mettre un gros. En gros, quel est le prochain trade des Sixers? Zach LaVine il est dispo? Ouais, voilà, par exemple. Non mais pourquoi Puisque pas les Bulls font un players meeting au bout de 24 heures. Tu vois, quelle franchise formidable. Non mais on n'en sait rien franchement. Ah oui. Ou une autre équipe qui va se casser la gueule et ça va commencer à être la merde, on va se dire ah putain mais ouais, tel joueur en fait ça se trouve il est transférable quoi. Et là les Sixers vont se pointer, vont dire bonjour, nous on a des contrats expirants à vous filer avec des pics de draft, ça vous intéresse? Tu vois, course à l'armement. Donc il y a déjà cette option là qui moi me fait dire que je pense que je serais plus Sixers moi sur ce trade. J'entends.
En fait, je pense que les Clippers, il y a le reward, le risque est grand, mais la récompense peut aussi être très grande si ça clique et que ça se passe bien. Mais je trouve qu'il y a des sacrés si en fait côté Clippers, alors que côté Philly. Clairement que là, en l'état, le plafond est certainement moins haut. Si tant est, attention, parce que si Embiid et Harden, ils continuent à foutre 60 points, Embiid et Maxey, ils continuent à foutre 60 points à 2, à des pourcentages de fous furieux, et qu'autour, t'as des soutiers, des soldats, et que c'est bien organisé par Nick Nurse, et que ça joue tous les matchs sérieusement, attention, mais là, comme ça, à court terme, je dirais que le plafond des Sixers est encore un peu trop bas et tout. Par contre, je trouve que, ils s'en sortent bien, et 2, ils ont de la flex avec des assets, ce que je trouve très intéressant, ce qui n'est pas du tout le cas des Clippers. J'aime bien aussi côté Sixers ce que ça représente là pour le maintenant. En fait, il y a une équipe où tu joues demain matin avec ce qui vient de se passer dans le transfert, ça joue là tout de suite. Et avec les Clippers, il y a un petit peu plus de travail. Et surtout, on en revient au type qui est dans le titre et sur la miniature de cette vidéo, James Harden. Moi, ce qui me fascine, c'est que là, Harden, on a fait quoi comme courbe là ces 3 dernières années ? Houston, ça allait pas. Les Nets, ça allait pas. Sixers, ça allait pas. Clippers. On a vu des joueurs hyper talentueux dans l'histoire de la NBA faire des fins de carrière absolument atroces parce qu'en fait, le niveau du decision making, c'est à chier. On l'a critiqué, on l'a pointé du doigt. Il nous a fait des montagnes russes en playoff parce qu'on l'a vu parfois être extraordinaire et ensuite nous décevoir comme jamais. C'est Harden time. C'est-à-dire que là, il y a Kawhi et Paul George. Donc, désolé pour Harden, mais t'es même pas l'option 1 ni 2 de cette franchise. Non. Breaking news, déjà. Ouais. Donc il va falloir qu'il soit bon aussi dans ce rôle-là. Non, parce que je veux dire, à Houston, il était 1, à Brooklyn, il était 2. Désolé, Kyrie. Mais tu veux dire que les résultats sportifs à venir des Clippers dépendent de la capacité d'adaptation de James Harden, c'est ça que tu veux dire ? Redis-le face caméra. Je dis simplement que non, là, mais je demande. Je dis simplement que là, les Clippers ont fait un choix que je peux comprendre parce qu'ils avaient des besoins importants en termes de playmaking au niveau du poste 1, voire 2, parce que ça leur manquait. Qu'ils ont pris un gars qui n'est pas juste un playmaker, c'est aussi un gars avec une valise très très grosse, qui retourne à Los Angeles, dont on connaît un petit peu les habitudes extrasportives. Et donc là, Harden doit nous montrer quel est son objectif réel, quoi. Et si l'objectif réel, c'était juste de retourner à Los Angeles, papoter tranquillou, retrouver les copains et faire des danses en pré-game, bon bah ok, on restera dans la continuité de ces dernières années où en fait, c'est un talent générationnel, mais qui en fait juste n'est pas très très concerné par le fait de faire les efforts supplémentaires pour aller vers la bague. On a vu, il y a plein de gars qui ont fait ces efforts-là. Est-ce que James Harden peut les faire ? C'est la 3e option d'une franchise qui veut aller loin. C'est un rôle qui, je trouve, lui va à merveille. Par contre, ça peut être le premier playmaker. Et ça va être le premier playmaker. 3e option un peu au scoring. Mais ça peut être le premier playmaker. Bien sûr, et on a parlé de toutes ces histoires de santé pour Kawhi et Paul George. Le soir où t'as pas Kawhi ou t'as pas Paul George, James Harden en TTFL avec Ivica Zubac, et là t'es content, t'as eu un 36-10. Ivica Zubac, Terrence Mann, Norman Powell et James Harden, tu gagnes des matchs. Oui, bien sûr. Donc c'est la Rockets de 2020. Ça, c'est l'intérêt, c'est aussi pour ça qu'ils voulaient le faire, c'est que du coup, tu te prends un 3e mec capable de prendre le jeu à son compte. C'est ça. Les Clippers, maintenant, en ont 3. Non, c'est vrai. Ça, c'est fort. Et c'est là-dessus que je trouve que les Clippers, c'est bien joué. Sur la durée, si Tyronn Lue articule bien tout ça, on va faire genre merde. Le deuxième quart-temps, il nous a fait des line-up. T'as vu le line-up qu'il a fait là ? Il a fait Harden, donc comme tu l'as dit, Harden, Zubac et quelques gars autour. Et en fait, fuck. Le deuxième quart-temps, on peut plus trop les avoir les Clippers comme ça, parce qu'ils ont un gars qui assure le scoring. Non, c'est sûr. Ça, c'est sûr. Mais voilà. Moi, le côté, ça tient sur l'évolution, le niveau, la régularité de James Harden. J'avoue que sur ces dernières années, je me suis un peu fait calmer là-dessus. Voilà, donc confiance en Tyronn Lue. Confiance en Tyronn Lue. Oui, c'est vrai. Il va trouver les bons mots. Okay, c'est un gars qui arrive à coacher les grandes stars. Dites-nous vous ce que vous pensez de tout ça. Est-ce que tu avais d'autres éléments sur ce transfert ou pas trop ? Non, je crois qu'on a bien fait le tour. On a bien fait le tour, on va surveiller tout ça. Ouais, on est bien. On a tout suivi. Maintenant, on a tous les éléments. Voir les matchs. Là, normalement, il va y avoir les physicals là, qui doivent être faits par les joueurs. Genre, ça va, j'ai l'impression que ça va être des formalités, tout ça. Ça va être des formalités. Sauf Marcus Morris, mais ils savent qu'il est blessé. Les Sixers savent qu'il est blessé. Donc, je pense que ça devrait pas trop poser de problème. Non, ça devrait gérer. Dites-nous vous ce que vous en pensez. Et on se retrouve très vite devant les matchs des Sixers et des Clippers. Et surtout, sur votre chaîne YouTube préférée, on arrive avec du très très lourd. Des bisous. Merci James Harden encore pour les transferts. Ciao. Ciao. Ciao, ciao.